Alors, Milson, c'est l'acronyme pour Anthropologie des milieux sonores. C'est un collectif de recherche que j'ai monté grâce à la Fondation FICEN, qui est une fondation spécialisée dans les sciences cognitives et sur la perception, le rapport à l'environnement, et qui a financé il y a quelques années déjà, à partir des années 2010, pour pouvoir mettre en réseau plusieurs chercheurs intéressés par ces questions de perception sonore. Alors j'ai eu le grand plaisir de coordonner ce collectif et d'avoir les moyens d'organiser plusieurs événements. Les premières choses qu'on a faites, c'était de réunir des spécialistes de différentes disciplines. Ça me semblait important en fait, en travaillant en anthropologie du sonore, d'avoir des liens avec les personnes qui font de l'anthropologie sensorielle. On avait invité notamment David Howes au Canada, qui est un peu le royaume pour tout ce qui concerne l'anthropologie sensorielle en général, et aussi l'anthropologie du son. C'est quand même le berceau de beaucoup de travaux. Et aussi Alain Corbin, qui est venu dans nos premières journées d'études, parce que c'est des travaux qui nous ont beaucoup formés d'une certaine manière, parce que voilà, Les Cloches de la Terre, notamment, c'est un ouvrage magnifique, en fait, pour toute personne qui s'intéresse à la musique, au son, de voir en fait tout ce que peut mobiliser le son à la fois en termes matériels, perceptifs, de rapports de pouvoir historiques. Voilà, donc c'est des personnes comme ça qui sont, qui sont intervenues pendant ces journées. Et puis en même temps, on faisait intervenir des jeunes chercheurs qui commençaient sur ces sujets-là et avec des dynamiques de terrain. Il y a aussi dans Milson l'idée donc de réunir des disciplines, mais dans ces disciplines, ce n'est pas uniquement les disciplines académiques, c'est aussi le lien avec le monde de l'art. Nous avons un lien très fort avec l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, avec Vincent Rioux, qui est un des fondateurs aussi de Milson. Et c'était extrêmement intéressant en fait de travailler aussi avec les étudiants des beaux-arts sur la manière de restituer en fait les sons. Il y a tout ce savoir de l'installation sonore en fait voilà, les personnes, les artistes qui sont aussi des gens de terrain en fait, qui collectent les sons en situation tout comme nous, qui les restituent, ce qu'on fait moins nous, en contexte avec un discours qui passe par le son lui-même. Ça m'intéressait beaucoup aussi. Il y a ce travail d'approche multidisciplinaire de l'acoustique des lieux de culte que nous avons mené avec Catherine Lavandier, qui consistait à réunir des chercheurs européens, nord-américains et indiens principalement, qui travaillent à la restitution des lieux de culte, de l'acoustique des lieux de culte, à leur analyse, mais aussi à leur restauration. Et donc là, il y avait tout l'enjeu de rentrer dans les caractérisations acoustiques des lieux, comment un son, la réverbération, l'intelligibilité des sons dans un lieu de culte, la clarté des sons, et de les confronter au savoir des anthropologues. Qu'est-ce que c'est rendre présente une divinité? Est-ce que la réverbération, par exemple, c'est quelque chose qui rentre en action pour rendre la divinité plus puissante? Donc c'est ce type de savoir qu'on a fait rencontrer et qu'on va publier très prochainement dans un ouvrage collectif. Et puis dans ce souci d'avoir un regard proche en fait des matériaux sonores et de donner une vie aussi à nos enregistrements, j'ai mené une collaboration assez étroite avec Monica Fantini, qui est autrice multimédia à Radio France Internationale, et avec qui nous avons monté des petites séquences de 2 minutes 30, ce qu'on a appelé des cartes postales sonores. C'est dans son émission en fait, qui s'appelait Écoutez Paris, Écoutez le monde. Et à partir de nos données de terrain, on choisissait comme ça des sons emblématiques qu'on avait étudiés souvent sur le long terme, c'est-à-dire soit dans le cadre de thèses pour certains collaborateurs, soit dans le cadre de recherche au long cours, comme moi je peux mener au CNRS, et d'essayer de dire en 2 minutes 30, dans un montage, ce qui se passe dans les lieux que j'avais observés sur le long terme. Exercice extrêmement intéressant, parce que c'était de faire le pari que
le montage aussi disait des choses en transformant la temporalité et d'aller à l'essentiel en fait de ce qu'on pouvait dire sans avoir un discours, parce que tout ça passe à la radio, donc il y a très peu de paroles, il y a le strict minimum voilà, de la productrice qui explique où on est, dans quelle situation. On définit un texte qui est dit en début de la carte postale sonore, mais ensuite ce sont les sons qui parlent et qui racontent une histoire. Et ça, c'est une expérience extrêmement que je ne parle pas au passé parce qu'on continue, qui est vraiment extrêmement intéressante parce que ça nous permet aussi de replonger dans les archives sonores du CNRS qui sont gérées au CREM, où il y a énormément en fait, d'environnements sonores qui sont archivés et pour lesquels il n'y a aucune recherche qui est faite et qui couvrent en fait, voilà, ça va du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, avec des sons de toutes sortes, urbains mais aussi naturels. Et voilà, on ne sait pas en fait si les chercheurs qui avaient déposé leurs archives, et s'ils ils captaient le son volontairement ou c'était des chutes en fait autour de références musicales ou d'enregistrements de musique, mais c'est des instruments de très grande qualité et beaucoup de profondeur. Et on essaye là aussi de prendre ces archives-là et de faire des montages sur des thématiques comme le travail, le rapport, voilà, qu'est-ce que c'est l'environnement sonore d'une forêt dans sa relation avec les sociétés qui y vivent. Et donc là, on a par exemple des fonds extrêmement importants sur ce type d'écosystème. Et donc avec elle, on continue comme ça d'explorer les sons sous cette forme-là. Et c'est Radio France Internationale, donc ça touche aussi des pays, notamment l'Afrique, voilà, c'est souvent l'anthropologie, historiquement, elle s'est construite dans un rapport nord-sud très fort. On est en période postcoloniale, depuis longtemps d'ailleurs, et c'est intéressant en fait voilà, de faire circuler les sons enregistrés par plusieurs chercheurs dans le monde entier vers un public qui est situé dans les pays du Sud. Parce que même l'écoute radiophonique, elle est très hiérarchisée entre Nord et Sud. Et j'aimais bien cette idée-là de circulation, dans l'idée du point d'écoute en fait. De dire qu'on fait écouter des sons d'ailleurs, mais l'ailleurs, il est toujours par rapport à celui qui écoute. Donc ça, c'est intéressant aussi. On a réalisé un ouvrage collectif que j'ai eu le plaisir de coordonner, qui s'appelle Tour on Anthropology of Ambient Sound, qu'on a pensé en anglais parce qu'il y a aussi des auteurs européens. Et puis ça permettait de toucher aussi un public plus large. Et l'idée, voilà, c'est de réunir les chercheurs en anthropologie, mais il y a aussi en sciences humaines, disons qu'il y a aussi j'ai parlé des artistes, mais une géographe aussi qui écrit dans l'ouvrage. Et l'idée, voilà, c'était d'organiser en 4 parties plusieurs entrées possibles de l'analyse du son. Il y a une première grande partie qui s'appelle Listening into Others, écouter l'autre. Ça présente en fait des travaux qui proposent une analyse politique du son. Comment, voilà, il y a un travail sur Naples qui est fait par Olivier Ferraud, sur les sons des pétards et des feux d'artifice, surtout des pétards au moment de la fête de fin d'année, et qui explique comment voilà, les jeunes qui utilisent les pétards et ceux qui les écoutent et qui peuvent être éventuellement gênés aussi et avoir une perception extrêmement négative de ces sons, sont clivés en fait socialement. Il y a un rapport, une manière de catégoriser les sons qui est très liée à ce qu'on est dans la société et à son identité. Les jeunes, les anciens. En Inde, on a un article extrêmement intéressant de Tripta Chandola qui a travaillé beaucoup sur la perception des bidonvilles à Govindpuri, à New Delhi, et qui explique comment, voilà, dans ces lieux où le son se diffuse sans pas beaucoup de réverbération, parce que ce sont des lieux semi-ouverts, voilà, qu'est-ce que ça dit de son intimité ou de ce qu'on veut faire entendre aux autres, de toute l'action sociale que le son peut porter. Ça, c'est une première grande partie, il y a d'autres articles aussi.
Il y a aussi l'idée de réfléchir à toutes les méthodologies de terrain qui nous sont offertes pour rendre compte de la ville et de ses environnements sonores. Et il y a toute une partie qui est consacrée à ça, c'est la troisième, voilà, qui essaye des approches mobiles dans la ville, de passer de quartier en quartier, comment un environnement sonore change d'un quartier à un autre, ou comment il change au cours de l'histoire. Il y a un très bel article d'Inigo Sanchez sur Lisbonne qui explique comment le quartier populaire de la Mouraria, qui est devenu un quartier touristique, où on met en avant le fado, enfin la musique officielle, qui n'est pas une musique qui était la musique de l'underground avant, mais qui est maintenant la musique touristique, et comment ce quartier-là, qui était perçu comme insalubre et dangereux surtout, et qui était comparativement insalubre, mais surtout dangereux, est devenu, dans son environnement sonore, quelque chose de beaucoup plus équilibré. Voilà, comment ces questions-là évoluent dans le temps aussi. La deuxième partie, elle porte beaucoup plus sur ce dont on parlait, sur les manières, des actions qu'on fait par le son. Donc il y a les cas des gares routières, donc j'ai parlé du cas indien, mais il y a aussi un article sur Tokyo. Et puis une dernière partie qui est très importante aussi sur le rapport avec le milieu artistique. C'était intéressant en fait de donner la parole aux personnes qui analysent en fait les opérations qu'on fait sur le son. Alors, il y a un article sur la poésie sonore de Jean-Charles Depaul et un autre de Vincent Rioux sur une expérience artistique qui avait lieu dans la ville de Choisy-le-Roi, et comment voilà, la manière de dupliquer le son, par exemple, dans la poésie sonore, change notre rapport à l'environnement. Ou dans une expérience artistique dans la ville de Choisy-le-Roi, enregistrer les sons et puis les rejouer in situ grâce à une pratique de live coding, et de les rediffuser dans la ville où les gens perçoivent leur environnement quotidien sous une forme auquel ils ne sont pas habitués. Et qu'en disent-ils? Et il y a une analyse des discours. Donc on a essayé de faire marcher comme ça plusieurs entrées possibles, et il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas au moment où on a réuni ces personnes, ça donne un peu le ton, et puis un peu de donner la parole à voilà, des recherches de terrain qui rentraient un peu dans la même dynamique.